Hein. Bonjour. Bonjour à tous, passionnés par la physique, par les sciences. Il était destiné à devenir ingénieur et peut-être même chercheur, mais il a senti que la magie était au fond de lui. Alors finalement, aujourd'hui, il se définit comme un créateur d'illusions plutôt que comme un magicien. Et depuis 10 ans, il révolutionne le spectacle de magie. Il est avec nous en direct sur le plateau du Figaro et ce n'est pas une illusion. On est très heureux de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Luc Langevin. Bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous au plaisir. Figaro. Vous êtes québécois, très connu au Canada et en France désormais depuis quelques années grâce à vos nombreuses représentations sur scène et la démonstration de vos tours à la télévision. Vous serez bientôt de retour en France avec un nouveau spectacle. Mais en attendant, vous présentez ce livre, La science de l'illusion, qui paraît ce jeudi 22 février, édité par Michel Lafon. L'illusion est une science, Luc Langevin ? Tout à fait, c'est ce que je pense, puisque la majorité des principes qui font fonctionner les illusions, finalement, reposent sur des principes physiques, scientifiques, chimiques, qui sont souvent méconnus par le grand public et qui sont exploités par les illusionnistes. Vous dites n'être pas un magicien, alors comment vous définissez-vous exactement ? J'aime bien le terme illusionniste, oui. Je trouve que c'est plus honnête, en fait, puisque je n'ai pas de vrai pouvoir, je n'ai pas de don paranormal, donc tout ce que je fais, en fait, n'est qu'illusion. Donc, mon travail, finalement, est d'utiliser la science, d'utiliser des choses justement un peu méconnues par le grand public pour faire rêver, pour émerveiller par des illusions. Donc c'est comme ça, je me définis donc comme un créateur d'illusions, comme un illusionniste, je trouve que c'est ce qui me décrit le mieux. Vous dites que vous créez des illusions, mais qu'est-ce qui vous différencie profondément de quelqu'un qui se revendiquerait magicien ? Oui, je pense que c'est la signature scientifique en fait. Justement, non seulement j'utilise la science pour créer mes propres illusions, comparativement à souvent d'autres magiciens qui vont engager des équipes scientifiques pour le faire, et surtout je mets la science de l'avant dans ce que je fais. C'est-à-dire que souvent je vais parler du phénomène scientifique que je vais utiliser dans une démonstration, donc je vais le mettre de l'avant et j'ose espérer aussi que je suis très honnête par rapport à ce que je fais, donc je mets de l'avant la science plutôt que de le cacher, plutôt que de laisser croire que j'ai des pouvoirs surnaturels, donc je pense que c'est ce qui me différencie des autres magiciens. Vous avez en quelque sorte un solide bagage scientifique parce que vous êtes détenteur d'une licence en génie physique et d'une maîtrise en optique. De quelle façon concrètement ce bagage-là scientifique vous permet de faire vos tours ? De nombreuses façons. Justement, ma maîtrise en optique m'a permis de très bien comprendre les miroirs, les lentilles, l'œil humain. J'avais commencé un doctorat aussi dans le même domaine, dans la biophotonique, là, où j'étudiais les lasers. Donc, tout ça, ça me sert beaucoup, notamment pour les éclairages en spectacle, pour développer des illusions. J'ai fait de nombreuses illusions avec des lasers, en utilisant des miroirs, parfois en montrant le miroir au public, parfois comme dispositif secret. Ça m'a aidé aussi à comprendre beaucoup comment le cerveau fonctionne, puisque j'étudie en neurosciences au doctorat, donc ça me permet justement de mieux exploiter les failles du cerveau finalement pour les tromper. Alors comment l'enfant, l'adolescent cartésien que vous étiez plus jeune s'est tourné vers la magie ? C'est assez surprenant ça dans votre parcours. Oui, mais comme plusieurs scientifiques cartésiens, je peux dire, j'étais un enfant très timide, très introverti et la magie a été en quelque sorte la façon que j'ai trouvée pour entrer en contact avec les gens. La première fois que j'ai vu un tour de magie, d'une part, ça m'a fasciné. J'étais très curieux de comprendre comment ça fonctionnait. C'est cette curiosité qui m'a poussé vers la science un peu plus tard. Mais j'y voyais aussi un moyen d'entrer en contact avec les gens, de briser la glace, ce qui est pas évident justement lorsqu'on est timide. Donc j'ai commencé comme ça. C'est comme ça que la magie est entrée dans ma vie. Et puis lorsque j'ai commencé à avancer dans le domaine de la science un peu plus, j'ai vu l'opportunité de créer des nouveaux tours, des nouvelles illusions justement pour alimenter cette passion pour la magie. Alors vous dites que la magie est fondée sur un écart de perception entre ce que nous voyons du monde et ce que le monde est réellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que signifie ce décalage concrètement ? Oui, en fait, souvent comme magicien, comme illusionniste, ce qu'on va faire, on va vous montrer une situation A et une situation C. Et entre les deux, il n'y aura pas de magie, mais c'est le spectateur qui, dans sa tête, va créer le point B qui, lui, est magique. Donc, par exemple, si je vous montre une pièce de monnaie et que je la place dans ma main, il n'y a rien de magique à ça. Si j'ouvre ma main et que je vous montre qu'elle est disparue,
c'est vous qui interprétez qu'elle est disparue. Alors que d'ouvrir la main et de montrer qu'il n'y a rien, techniquement, il n'y a rien de magique à ça non plus. Mais c'est le fait de d'avoir vu la pièce avant ici, d'ouvrir la main, de l'avoir plus là, que dans le cerveau, il se crée quelque chose de magique, finalement, qu'on exploite. On a une fausse conclusion que le spectateur va tirer, la conclusion que la pièce est disparue, alors que je l'ai peut-être subtilisée sans que vous regardiez, ou il y a plein de façons de le faire. Mais donc, c'est comme ça, en fait, que le cerveau du spectateur est trompé. Et moi-même, si j'ai donné l'exemple de la pièce, mais c'est dans n'importe quel tour. Mais par exemple, si je faisais disparaître une pièce, ce que je vais vous dire, ce que je vais faire, tout ça va essayer de guider votre esprit pour que vous tiriez cette conclusion que la pièce est disparue par magie. Donc, je vais vous emprunter la pièce plutôt que d'en prendre une qui est à moi pour pas que vous pensiez qu'elle est truquée, dans les mots que je vais utiliser, tout ça. Donc, c'est toutes ces techniques qui sont mises à profusion pour créer une émotion d'émerveillement. Et une émotion d'émerveillement et qu'on voit d'ailleurs beaucoup sur YouTube où on peut voir vos tours. Vous avez bluffé un certain nombre de personnalités d'ailleurs, dont Garou, qui fait partie des vidéos qui ont été les plus vues sur Internet. On en voit là en illustration effectivement son visage d'enfant totalement ébahi par un tour que vous lui avez joué avec une salière, un stylo et puis une pièce de monnaie, justement et un nounours. Il a été littéralement bluffé. Il n'a pas compris ce qui se passait malgré le fait qu'il soit aussi proche de vous. Du coup, on va vous demander, là en direct sur le plateau du Figaro, si vous pouvez nous faire une démonstration un peu semblable de ce que vous appelez vous la micromagie, c'est ça? Oui, c'est une magie de proximité, donc comme j'ai fait avec Garou, donc très près de vous avec des objets tout simples. Oui, on peut faire ça maintenant si vous voulez. Si vous êtes d'accord, moi je suis partante. D'accord, j'ai avec moi un jeu de cartes, donc un objet tout simple et surtout bien réel, puisque vous pouvez le voir, on peut y toucher, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on utilise un peu notre imagination, parce que Einstein a déjà dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Donc, ce jeu de cartes, il est rouge, le dos des cartes est rouge, je vais vous le montrer dans un instant, mais imaginez que j'ai un autre jeu de cartes juste ici qui est bleu. D'accord. Et imaginez que je vous le donne. OK. Donc, vous pouvez le prendre de façon imaginaire, évidemment. Séparez les cartes en deux, Charlotte, et imaginez-vous que dans une main, vous avez toutes les cartes rouges, donc les cartes de cœur et de carreau, et dans l'autre main, vous avez toutes les cartes noires, de trèfle et de pique. Laquelle des deux moitiés voulez-vous me redonner, les rouges ou les noirs? Vous voulez me redonner les noirs? Parfait. Je prends les noirs et je les sépare en deux. Donc, d'un côté, j'ai toutes les cartes de trèfle, de l'autre, toutes les cartes de pique. Quelle moitié voulez-vous que je lance dans les airs, les trèfles ou les piques? Les trèfles. Les trèfles. Je lance les cartes de trèfle dans les airs pour m'en débarrasser. Ça me laisse uniquement les piques. J'en fais un éventail, je vais vous demander d'en choisir une, celle que vous voulez. Parfait. Cette carte que vous avez entre les mains, je vais vous demander de déchirer un coin de cette carte. Parfait. Et je vais vous prendre ce qui reste de la carte et je la place de façon imaginaire, à l'envers, dans ce jeu de cartes rouges. Donc, évidemment, tout ce qu'on vient de faire est imaginaire. D'accord? Ce n'est pas concret. Mais moi, j'aime lorsque l'imagination devient réalité. Charlotte, lorsque vous aviez tenu cette carte invisible dans vos mains, on sait que c'est une carte de pique, mais quelle carte vous vous êtes imaginé tenir entre les doigts? Je vous le dis donc. Vous pouvez la nommer ouvertement. Le 2 de pique. Le 2 de pique, d'accord. Est-ce que c'est un choix qui vous vient comme ça à l'esprit? Comme ça. Comme ça, d'accord. Mais allons voir dans mon jeu. Vous voyez, comme je vous mentionnais, c'est un jeu de cartes à dos rouge. Et à l'intérieur, vous vous rappelez, on a mis la carte à l'envers, de façon imaginaire. Donc, si j'étale un peu les cartes, vous pouvez voir que toutes les cartes sont dans le même sens, sauf une ici, le 2 de pique. C'est la seule carte retournée du jeu. Et vous vous souvenez, vous allez déchirer un morceau de cette carte. Oui, tout à fait. Vous voyez, le 2 de pique a un morceau qui est manquant. C'est là que vous imaginez l'enlever, n'est-ce pas? Exactement. Toutes les cartes sont intactes. Vous voyez, il n'y a que le 2 de pique qui ressort. Voilà. Et vous vous souvenez également que c'était un jeu de cartes à dos bleu qu'on avait imaginé faire. Regardez. Il est à dos bleu, ce 2 de pique. C'est énervant. Mais vous savez quoi, Charlotte? Il y a plus que ça. Parce que comme le 2 de pique est la seule carte dont on a parlé dans ce tour, c'est également la seule carte qui s'est concrétisée. Parce que voyez-vous, toutes les autres cartes sont toujours imaginaires. Ce ne sont que des cartes blanches. C'est absolument incroyable. Voilà. Vous avez le temps de nous en faire un deuxième? Oui, je veux bien. Celui-là, je vous aurai. Ah oui. D'accord. Est-ce que vous avez un billet sur vous, un billet de 5 euros, 10 euros, oui, je dois avoir 20 ça. euros? Sinon, je ferai autre chose. C'est pas grave. J'ai pas grand-chose. C'est 5 euros. 5 euros, ben quand même. Excellent. Donc, ce qui est bien avec un billet de 5 euros, c'est que ça a une certaine valeur. Donc, si par exemple, je dessinais quelque chose sur votre billet, parfois les gens n'aiment pas ça, mais ils se demandent est-ce que le billet va encore valoir 5 euros. Est-ce que ça vous énerverait si je dessinais dessus? Je crois pas. Je ne sais pas si c'est autorisé. Mais... D'accord. Donc, vous n'êtes pas certaine. Oui. OK. Et si, par exemple, je transperçais votre billet, est-ce que ça vous dérangerait? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment? OK, d'accord. Ben, je vais le transpercer alors. Voilà. Donc, mais vous n'avez pas à vous en faire. Il ne perd pas de sa valeur parce que il existe un phénomène physique qui s'appelle l'effet tunnel, un phénomène par lequel des molécules peuvent traverser d'autres molécules sans les abîmer.
Non. Voyez-vous, si je retire le crayon, vous pouvez regarder le billet. Vous allez voir qu'il n'y a aucune trace, qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de cicatrice. C'est intact. Mais vous savez quoi? On va aller plus loin. Parce que si on peut agir sur la matière de cette façon, on peut le faire d'une autre façon également. En ce moment, le billet de 5 euros, c'est un billet d'une couleur, c'est verdâtre, c'est bleuté, je dirais. Et c'est bleu-vert parce que un billet comme ça capte la lumière blanche qu'il y a dans le studio et réfléchit uniquement le bleu et le vert. C'est ce qui fait qu'on le voit de cette couleur. Mais si on pouvait changer ces propriétés de la matière, on pourrait changer la couleur émise par le billet et lui donner une autre couleur. Il n'a même pas le même montant. Ce qui le rend beaucoup plus intéressant. Ce qui nous donne un billet de 100 euros. Prenez-le, Charlotte. Merci. Oh, pardon. Assurez-vous que c'est un vrai billet, qu'il n'y a pas de 5 euros. Montre, hein. C'est vraiment un vrai billet de 100 euros. Et les 50 alors? Les 5 que je vous ai donnés? Bien, vous savez, je vous ai promis que je vous le redonnerais dans le même état avant qu'on commence. Donc, si vous permettez, je vais replier de nouveau le billet. Donc, cette section, ça fait moins rêver un peu. Mais malgré tout, ça fait en sorte que je vais quand même pouvoir vous laisser votre billet de 5 euros qui a repris sa couleur et malheureusement sa valeur, mais au moins je peux vous le laisser. Incroyable. Merci Donc, voilà, beaucoup. ça fait plaisir. C'est très impressionnant, hein, parce qu'on est vraiment l'un et l'autre à quoi, même pas un mètre. Quelques centimètres, et on ne voit pas vos trucs. C'est vraiment l'agilité des doigts et un exercice de nombreuses années qui permet ça. Oui, absolument. C'est de nombreuses semaines, années, tout dépendant du tour. Certains tours peuvent prendre quelques minutes à maîtriser, d'autres quelques années. Ça dépend de ce qu'on fait. Ces numéros que je vous montre, ça fait des années que je les fais, donc je suis capable de les faire de façon assez facilement, mais ils ont pris plusieurs mois à maîtriser au début quand je les ai Ça veut dire que vous ne stressez plus, vous n'êtes plus dans l'appréhension de vous dire je vais le rater ou je vais le réussir quand je suis aussi près comme ça des gens? Il y a toujours un petit stress quand même, surtout dans un studio comme ici où il y a des caméras partout. Je ne sais jamais dans quel angle ça va être filmé, mais ça fait partie du métier, ça fait partie du plaisir finalement à réussir. C'est encore plus gratifiant quand le défi était difficile. Dans ce livre, vous expliquez un peu les coulisses un peu de vos tours, hein, secrets et astuces, et pourquoi on ne capte pas ce qui se passe effectivement à l'instant T. Vous parlez de failles dans le fonctionnement de l'œil. Oui, tout à fait. On a vraiment une défaillance. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai été défaillante dans l'observation de ce que j'ai fait. Je suis désolé de vous l'apprendre. Mais on parle de défaillance, mais en fait, notre cerveau le fait pour nous aider. C'est-à-dire que l'œil capte un très grand nombre d'images par seconde, 300 images par seconde, mais le cerveau en analyse seulement 24 à peu près. Et la raison pour laquelle le cerveau fait ça, c'est pour pouvoir se concentrer sur d'autres tâches. Donc, le cerveau prend des raccourcis, finalement. Donc, même dans les images que vous voyez en ce moment, on a tout ce qu'on appelle une fenêtre attentionnelle, c'est-à-dire une zone qui est en haute définition et tout ce qui est autour est plus flou. Okay? Donc, quand on focus sur quelque chose, cette zone devient, c'est 10% qui devient en haute définition. Et donc, et c'est pas parce qu'on a des défaillances, mais le cerveau le fait pour nous aider à capter un grand nombre d'informations et nous rendre plus efficaces. Sauf que nous, les magiciens, c'est ce... Vous profitez de cette lucarne, on va dire, tout à fait. Ce temps d'absence qu'on a. Si j'ai quelque chose à faire et que je ne veux pas que vous le voyez, je vais le faire dans le 90% de vision périphérique que vous avez. C'est ce que je faisais avec Garou. D'ailleurs, je lui expliquais ce que je viens de vous dire avant de commencer. Donc, c'est une des failles du cerveau que les magiciens exploitent. Il y en a vraiment des dizaines et des dizaines d'autres. On découvre dans ce livre également à quel point la science, et vous l'avez dit, nourrit le travail du magicien. Est-ce que ça veut dire que vous vous tenez au courant régulièrement des derniers travaux scientifiques pour bâtir de nouvelles illusions? Je pense notamment aux recherches en neurosciences, par exemple. Oui. Tout à fait, tout à fait. En fait, maintenant, c'est presque exclusivement tout ce que je lis est scientifique. Ce sont des articles scientifiques qui paraissent parce qu'effectivement, c'est très inspirant pour des illusions, autant d'utiliser parfois les nouvelles technologies qui voient le jour, mais aussi pour présenter les numéros. Parfois, je vais m'inspirer d'un phénomène physique pour présenter le numéro. Je ne vais pas nécessairement l'utiliser pour faire le tour. Ce n'est pas nécessairement le secret du tour, mais je vais en parler pendant le numéro. C'est ce que j'ai fait, par exemple, avec l'effet tunnel et le billet. Oui. Donc, quand le marqueur traverse le billet, je n'ai pas vraiment utilisé l'effet tunnel, je dois vous l'avouer, mais le phénomène existe réellement. C'est vrai que des particules peuvent en traverser d'autres sans les abîmer. C'est utilisé pour créer certains microscopes. Donc, je profite de l'occasion dans un tour comme celui-là pour en parler. Donc, parfois, je vais lire un article sur un nouveau phénomène et je vais l'utiliser pour présenter un numéro. Et pour le perfectionner. Donc en fait, la magie n'existe pas, c'est vraiment que dans notre tête, c'est une pure interprétation de notre cerveau, c'est terrible. Mais elle existe dans notre tête au moins, donc oui, c'est pas si mal. On pourrait vous reprocher, en revanche, de nous tromper, d'exploiter un peu nos faiblesses, on va dire, d'être un manipulateur, en somme, c'est
une conclusion ou un point de vue qui vous jette, ça, de dire que vous manipulez les gens à leur... Je suis obligé d'avouer, oui, qu'on manipule les perceptions des gens. Par contre, c'est fait dans un but, je pense, noble, qui est celui d'émerveiller les gens, de les faire rêver. Donc, c'est une sensation qu'on vit lorsqu'on est très, très jeune, lorsqu'on voit un avion pour la première fois ou qu'on voit le Père Noël. Et ces sensations, on les revit plus après en vieillissant. On les perd à mesure qu'on comprend la société qui nous entoure. Donc, la magie a ce pouvoir, justement, de nous refaire vivre ces émotions. Donc, c'est vraiment dans ce but, moi, que j'exploite ces failles. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit le livre. Parce que, à force de travailler dans le milieu, je me rends compte que d'autres personnes ont des buts moins louables, si on veut, comme les vendeurs de voitures, ou en fait, toute personne qui essaie de nous vendre ou nous convaincre de quelque chose vont parfois utiliser les techniques que nous, les magiciens, on va utiliser pour vous convaincre de nommer telle carte ou de me prêter telle valeur de billet. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu écrire le livre, pour que les gens soient conscients que ça existe. Et vous dites d'ailleurs, vous n'aimez pas tellement que les gens quittent un numéro ou un spectacle en disant « Ah, il m'a bien eu, je me suis bien fait avoir ». C'est pas le sentiment que vous aimeriez laisser, en fait? Non, parce que en fait, les gens ont l'impression parfois que lorsqu'ils se sont fait avoir, que c'est parce qu'ils sont bêtes, que c'est parce qu'ils sont niais, qu'ils n'ont pas vu, alors que la magie, ça n'a pas... Ça n'a pas de lien avec l'intelligence qu'on a. Je suis certain que je ferais les mêmes tours à Albert Einstein et il se ferait avoir aussi. C'est pas une question de QI, c'est justement... En fait, c'est même le contraire. Plus on est intelligent, plus notre cerveau fait des raccourcis pour qu'il soit efficace. Et donc, plus comme magicien, on peut les exploiter. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aime pas que les gens aient le sentiment d'avoir été dupés. Finalement, je veux qu'ils s'émerveillent, qu'ils rient, qu'ils passent une bonne soirée, finalement. Vous dites également quelque chose de surprenant, vous recourez à la psychologie dans tous vos numéros. De quelle façon elle intervient, cette psychologie, dans votre façon de faire? De plusieurs façons. Par exemple, quand je conçois un numéro, et je l'explique dans le livre, j'utilise une théorie qui s'appelle la théorie du corps d'or, finalement, où en fait le but d'un magicien, lorsqu'il fait un tour, c'est de prendre les spectateurs par la main et de les guider au fond du corps d'or où se trouve l'émerveillement. Le problème, c'est que l'esprit cartésien des spectateurs va essayer de sortir par une porte le long du corridor parce que l'esprit logique n'accepte pas que la magie existe. Donc, il va essayer de sortir par une porte sur les côtés. Les portes, c'est les pistes d'explication. La pièce était cachée dans sa manche, il est complice. Donc, tout ça, c'est des portes. Et le but du magicien, lorsqu'il conçoit un numéro, c'est de fermer toutes ces portes et de les verrouiller à clé. Donc, par exemple, si je veux vous faire un tour où je fais léviter un objet, j'ai besoin que vous croyiez que l'objet est un objet lourd, qui n'est pas un objet léger qui pourrait tenir avec un fil. Donc, probablement qu'avant de commencer le numéro, sans faire exprès, je vais échapper l'objet à terre et vous allez entendre le son. Et vous allez, oh, l'objet est lourd. Vous allez vous convaincre vous-même que l'objet est lourd sans que j'ai besoin de vous le dire. Donc là, il y a une porte qui va se fermer au niveau d'une solution. Et donc, je vais concevoir de façon... Donc, c'est une technique psychologique, finalement, qui pousse le spectateur à se convaincre lui-même que la seule explication possible, c'est que c'est de la magie, c'est que c'est de l'émerveillement. Donc, c'est une des techniques psychologiques qui est utilisée en magie. C'est aussi la façon dont vous dites que vous racontez des histoires pour scénariser un peu chaque tour. Qu'est-ce qui fait un bon magicien d'un mauvais magicien? Et ça fera penser aux gens. Je pense qu'un bon magicien est un magicien qui génère des émotions fortes chez les gens. Donc, qui va réussir à justement raconter une histoire à travers ses tours, à nous faire oublier qu'il y a un secret derrière. Parce que les gens ne sont pas dupes, les gens savent qu'il y a des trucs, mais de la même façon que les gens savent en allant au cinéma que l'histoire est fictive, que ce sont des comédiens, qu'il y a des effets spéciaux, mais malgré tout, on réussit à vivre des émotions en voyant un bon film. Donc c'est la même chose avec un bon magicien, je crois. Il doit nous faire oublier qu'il y a un secret, qu'il y a des trucs, et sa magie doit nous bercer. Pendant un instant, on doit avoir l'impression que la magie existe et que ce qu'on voit est vrai. Vous êtes déjà fait avoir, Luc Langevin, par un magicien ou un mentaliste plus fort que vous? C'est une bonne question. Quand j'étais plus jeune, oui, évidemment. Aujourd'hui, ça arrive de moins en moins souvent, mais ça arrive. Il y a des gens que j'admire énormément, notamment l'anglais Derren Brown, qui est probablement un des plus grands mentalistes de notre époque, qui m'impressionne énormément. Il a son pendant français qui est Victor Vincent, qui est très talentueux aussi. Donc, ces deux personnes m'impressionnent beaucoup. David Copperfield, qui est d'un professionnalisme exemplaire, donc qui réussit. Il y a beaucoup de moyens, M. Copperfield, donc il réussit à faire des tours qu'aucun autre magicien ne peut faire. Ça veut dire qu'il vous sèche carrément, vous ne savez pas comment ils ont fait? Sur le coup, souvent. Donc, parfois, après, j'y repense et parfois, j'ai des hypothèses et je pense réussir à trouver. Mais sur le coup, quand je suis dans la salle de spectacle, vraiment, ça me fait rêver. Oui. Ça me fait penser à ce que... Et ce sera ma dernière question avant de passer aux questions des internautes qui sont nombreux à vous poser des questions. Vous parlez dans votre livre de la notion de trop parfait, de spectacle trop parfait. C'est un concept qui vous est cher puisque vous dites que vous allez baser votre prochain spectacle dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, le concept du trop parfait, c'est qu'il y a certains tours, parfois, comme magicien, on a une idée d'un effet magique.
par exemple, de se dire je vais me téléporter ou je vais rajeunir ou je vais... Et parfois, l'effet est trop parfait, c'est-à-dire qu'il est tellement fort que les gens n'y croiront pas. Ils vont dire c'est impossible et ils vont tirer une conclusion qu'on ne veut pas qu'ils tirent, du genre il est complice avec la personne ou c'est un effet spécial fait par ordinateur pour la télé, le genre de choses qui ne fait pas rêver. Donc parfois, comme magicien, il faut diminuer le tour, il faut le rendre moins fort pour qu'il soit juste à la limite de ce que les gens sont capables d'accepter. Donc c'est comme s'il y avait une beauté dans l'imperfection qui rend le tour meilleur. Et effectivement, je base mon prochain spectacle là-dessus. Je raconte comment mon parcours imparfait m'a donné tout ce que j'ai maintenant aujourd'hui. Le fait que je n'ai pas pu vivre de la magie quand j'étais petit, que je suis allé vers la science aujourd'hui, ça me donne ma signature comme illusionniste. Donc, il y a plein de choses imparfaites de ma vie qui ont fait, qui m'ont donné tout ce que j'ai de plus beau aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce que raconte mon prochain spectacle. On passe aussi à vos questions. Première question de Gaël. Merci Gaël de poser des questions aujourd'hui à notre invité Luc Langevin. Il vous demande, utilisez-vous l'illusion dans la vie de tous les jours ? C'est arrivé quelquefois quand j'ai voulu séduire ma conjointe. La première fois, j'ai fait bouger une paille dans un restaurant. Je pense que je l'explique dans le livre d'ailleurs. Donc c'est arrivé, oui, dans ce genre d'occasion. C'est très pratique pour briser la glace quand on entre en contact avec des gens. Donc c'est arrivé dans ce contexte-là. Et bien justement, ça, je peux embrayer sur la question de Jean qui demande si l'illusion, ça sert pour draguer les filles. Ça peut être utile. Encore là, c'est pour briser la glace. Après, il faut passer à autre chose, par contre. Parce que si on fait que des tours, ben, on devient qu'un amuseur. Puis, je pense que pour réussir à draguer, il faut quand même être une personne intéressante, savoir s'intéresser à l'autre aussi. Donc, la magie n'est pas suffisante. Un bon point de départ, mais il faut quand même passer à autre chose après. Julie s'interroge. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre votre public en révélant vos secrets dans ce livre ? Non, au contraire. En fait, je pense que de lever le voile sur certaines techniques, je pense que ça redonne ses lettres de noblesse à la magie. En fait, j'ai la profonde conviction que la magie est un art. Et en montrant justement tous les défis qu'un magicien doit relever, toute la psychologie, l'ingéniosité qui doit être déployée pour créer un tour, je pense que justement les gens vont prendre conscience de ce que ça prend pour être un bon magicien. Vous remarquez qu'il n'y a pas tellement de magiciens dans le milieu artistique. Il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup d'humoristes, mais des magiciens, on en voit peu parce que c'est très difficile et c'est la raison pour laquelle je lève le voile sur certaines techniques. Et comme c'est le cas pour un film qu'on va voir au cinéma, comme je le disais, même si on sait qu'il y a des effets spéciaux, on se laisse émerveiller malgré tout. Je pense que c'est le cas aussi avec tout ce projet. Alors vous dites que vous êtes peu nombreux, que c'est comme un clan ou en tout cas une communauté de magiciens, mais justement il y a une question d'Ivar intéressante qui dit est-ce que livrer ses tours, ce n'est pas aussi se mettre à dos et c'est pas toujours apprécié des autres magiciens. Donc vous avez peut-être eu des gens qui vous ont fait des reproches dans le milieu? À quelques reprises, très peu. Il faut dire, je travaille avec un cercle assez fermé de magiciens, de mentalistes, et on partage toute cette vision. On a tous un peu cette espèce de philosophie, parfois, de montrer un peu l'envers du décor pour que les gens apprécient davantage la magie. Donc, mes amis proches, je les garde. Les autres, bon, tant pis. Mais j'ai vraiment la profonde conviction que ça va aider la magie, que ce genre de choses aide le milieu de la magie. D'ailleurs, si c'était pas le cas, je me tirerais dans le pied parce que moi-même, je veux dire, je gagne ma vie en faisant de la magie. J'ai mes spectacles, j'ai mes performances. Donc, si je révélais tous mes secrets et que je pouvais plus faire mes tours, ben, je serais le premier à en être endommagé. Si on veut. Tout à fait. La dernière question sera pour Laurier. Merci encore d'avoir posé une question. La magie a-t-elle vraiment évolué avec la découverte de la physique quantique ? Avec la découverte de la physique quantique, peut-être pas au niveau de la conception des numéros, parce que la physique quantique, elle est pratiquée surtout dans les laboratoires avec d'immenses accélérateurs de particules, donc c'est difficile de l'appliquer dans un tour de cartes en proximité. Par contre, elle a montré que certains effets magiques qui relevaient de l'imaginaire sont en fait bien réels. Donc, quand on lit sur la physique quantique, on apprend qu'on est dans un univers, qu'il y a des univers parallèles, qu'il y a peut-être 11 dimensions dans l'univers dans lequel on vit, toutes des choses qu'on avait imaginées dans des tours de magie, mais qui sont bien réelles apparemment. Donc, je dirais que avec la physique quantique, la science est devenue la magie des temps modernes. Elle est cette espèce d'entité qui explique des choses incroyables sans qu'on comprenne vraiment ce que c'est, ce qui était la magie auparavant, lorsque les gens regardaient le feu et le tonnerre et se disaient que c'était de la magie. Maintenant, c'est la science qui l'explique, donc c'est la nouvelle magie.
Merci beaucoup, Luc Langevin, d'être venu Merci, au Figaro Charlotte. aujourd'hui parler de votre livre et de votre art, la magie et l'illusion, la science de l'illusion, décrypter le réel, découvrir les failles du cerveau et repousser les limites de l'impossible. C'est édité chez Michel Lafon et c'est dans toutes les bonnes librairies et sur Internet dès ce 22 février. Et puis on précisera également que votre nouveau spectacle, maintenant, demain, déjà visible, je crois, au Canada, au Québec, sera présenté en France lors d'une tournée européenne à partir de début 2019. Et ces dates européennes sont à suivre, évidemment, sur votre site internet luclangevin.com. Je crois que j'ai tout dit. C'est tout dit. Oui, je n'ai rien à ajouter. Merci encore. Merci, Charlotte. C'est génial. Bonjour.